Si je vous parle de FGA, de FP, de SARCA, est-ce que vous savez ce à quoi je fais référence? En fait, je fais référence à la FGA, la formation générale aux adultes, la FP, formation professionnelle, ainsi que les SARCA, les services d'aide, de conseil, de référence et d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent réaliser un retour en formation ou encore s'insérer professionnellement. Nous parlons aujourd'hui donc d'une capsule qui porte sur l'éducation, plus particulièrement au secondaire, mais non pas auprès de la clientèle générale jeune comme on le conçoit souvent, mais plus particulièrement auprès des personnes qui choisissent ou bien de poursuivre à la formation générale aux adultes, c'est-à-dire de se doter d'un moyen pour aller compléter des cours manquant à l'obtention d'un diplôme ou d'une compétence, ou encore en choisissant de poursuivre l'ensemble des cours permettant l'accès au diplôme d'études secondaires. Sinon, les personnes qui vont davantage en formation professionnelle, c'est-à-dire dans l'un des 144 programmes qu'on retrouve au Québec, qui offrent des débouchés passablement intéressants, puis qui, contre tout préjugé, ne vise pas uniquement les garçons, les travaux manuels, les techniques, mais bien plusieurs possibilités et souvent au contact d'outils informatiques. Bref, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Mon nom est Louis Cournoyer. Je suis professeur-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal. Au cours de cette capsule, donc, je vais, avec 3 personnes professionnelles, avoir un échange afin de mieux connaître quelles sont les réalités de vie au travail au quotidien, les tâches de travail, qu'est-ce qu'on fait. De même, en quoi c'est travailler en développement de carrière, en formation générale et professionnelle ou à la formation générale aux adultes peut être important, peut avoir du sens, de la signification. Pour les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, quelles peuvent être les sources de gratification personnelle qu'on peut en retirer? Et enfin, pour vous, au cas que vous auriez un intérêt à vouloir en savoir plus sur les pratiques professionnelles en développement de carrière dans ces secteurs, eh bien, on va parler de comment être et comment faire pour accéder à ce type de fonction. Sans plus tarder, nous allons rejoindre nos professionnels pour amorcer l'échange à 4 sur différents questionnements. Tout de suite. Donc, on va débuter cet échange sur la formation professionnelle, la formation générale aux adultes. J'ai 3 professionnels là, de ce domaine-là avec moi. J'aimerais ça que vous vous présentiez là, chacun rapidement pour qu'on puisse connaître qui vous êtes. Bonjour, je suis Amélie Saint-Saëns, je suis conseillère d'orientation au Centre de services scolaires de Laval pour le volet principalement de la formation professionnelle. Bonjour, moi c'est Normand Manta, donc conseiller d'orientation au Centre Gédéon Ouimet, Centre de formation générale aux adultes et en francisation au Centre Saint-Louis pour les centres de services scolaires de Montréal. Parfait. Bonjour Normand, bonjour Amélie. Bonjour, moi c'est Marie-Ève Perron, je suis conseillère d'orientation pour le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île qui est situé à l'est, dans l'est de Montréal. Et moi, dans le fond, je suis conseillère d'orientation pour le service d'accueil, référence, conseil et accompagnement appelé les SARCA. Parfait. Fait que sans plus tarder, on va commencer là, pour essayer de découvrir qui vous êtes et ce que vous faites. Ma première question que j'aurais pour vous est très concrète, puis elle a le mot concret dedans. Si vous aviez expliqué votre travail concrètement, c'est quoi votre travail concrètement au quotidien? Je débuterai avec Amélie. Oui, bien, en fait, moi, je travaille, j'ai un rôle qui est relativement non traditionnel pour une conseillère ou un conseiller en orientation. C'est-à-dire que mon rôle à moi, à mon centre de service scolaire, moi, je suis au service des différents centres de formation professionnelle de notre organisme. Donc, chez nous, il y a 6 centres de formation professionnelle et je travaille à faire le pont un peu entre les centres de formation professionnelle puis les écoles secondaires et même primaires. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment de faire découvrir la formation professionnelle
de valoriser, de rendre ça plus clair, plus accessible, de faire découvrir ces carrières-là qui sont souvent méconnues, autant au primaire, au secondaire et à l'éducation des adultes, puis également à d'autres clientèles comme les parents, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je crée des projets. Je travaille avec des profs. Je travaille de la formation professionnelle, des profs du secondaire aussi, pour faire un arrimage. On a, par exemple, je vous donne un exemple bien concret, on a créé un projet qui s'appelle les maths pour soigner. Donc, je me suis assise avec des profs en santé, puis des profs en secondaire 2 de mathématiques pour dire, ben à quoi ça sert d'apprendre telle notion de mathématiques pour une infirmière, par exemple, pour amener les élèves à découvrir des carrières et à voir que ce qu'ils apprennent dans certaines matières à l'école secondaire ou au primaire, c'est utile. Donc, vraiment de faire le pont, donc d'utiliser la structure puis les compétences puis dans le fond, le matériel qu'on a en formation professionnelle pour dire, ben ces métiers-là, là, ils utilisent ce que tu apprends au primaire puis au secondaire, donc c'est utile. Donc, c'est vraiment de faire, de créer du matériel pédagogique, des projets, des activités, d'accompagner les centres là-dedans, les écoles, puis de faire toutes sortes d'événements carrières, d'événements promotionnels pour faire découvrir ça. C'est vraiment un rôle actif là, au sein de l'organisation. Oui, effectivement, mais comme je le disais d'entrée de jeu, c'est moins traditionnel parce que moi, je vois des élèves, bien sûr, mais je fais pas de la rencontre individuelle, je fais pas de counseling de carrière en tant que tel. Je suis plus dans la promotion, les communications, l'organisation de matériel puis d'événements. Mais chez nous, j'ai des collègues aussi là, qui font pas du tout ce que je fais, là. On s'entend que c'est pas quelque chose. C'est pas un rôle qu'il y a énormément de personnes qui jouent, là. Mais chez nous, en formation professionnelle, on a une dizaine là, de conseillers-conseillères, des conseillères en formation, des conseillères d'orientation également en formation professionnelle. Puis, dans les différents centres de formation où ils travaillent, ces personnes-là, ben leur rôle n'est pas toujours le même non plus. Donc, ça varie, hein, c'est jamais très cané, mais ça va, par exemple, à l'admission des élèves en formation professionnelle, donc l'analyse des dossiers, est-ce qu'il peut venir faire cette formation-là ou pas, est-ce qu'il y a les préalables, etc. L'accompagnement des élèves à besoins particuliers quand ils ont, par exemple, un diagnostic. Ensuite de ça, ça peut être aussi un peu de promotion, etc., comme élève d'un jour, accueillir des groupes, faire des visites du centre, puis également aussi rencontrer des élèves. Donc, s'asseoir avec un élève qui dit hey, « ben moi, ça va pas, puis j'aime pas ça, ma formation, même si j'ai choisi un métier, je suis en formation professionnelle, je me rends compte que je réussis pas, je suis pas motivée, j'aime pas ça, je suis pas à ma place. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, etc. » Donc, dans notre équipe, là, c'est assez varié les tâches, là, les possibilités de tâches en formation professionnelle. Merci, Amélie. De ton côté, Normand, ça ressemble à quoi concrètement ton travail? Moi, en fait, c'est ça. Je disais, je travaille dans 2 centres différents. Pour qu'est-ce qui est de la formation générale aux adultes, en fait, c'est pas un centre, c'est des petites écoles. Hein. Moi, il y a comme 300-400 élèves. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi des centres de formation générale aux adultes, c'est que c'est pas l'enseignement qu'on connaît dans les écoles secondaires. Donc, les gens vont souvent venir parce que ils ont eu des échecs, ils ont quitté l'école secondaire. J'en ai des fois qui ont quitté l'école parce qu'ils vivaient de l'intimidation. Donc, toutes sortes de situations. Des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, mais qui n'ont pas toujours été diagnostiqués. Donc, ils ont eu des échecs. Donc, c'est un petit peu cette clientèle-là. Et quand elle revient chez nous, ben, il y a des avantages. En fait, elle peut aller à son rythme pour étudier parce que c'est de l'enseignement avec des cahiers. Donc, ça c'est quoi, ça? Ouais. Oui, c'est que plutôt que d'avoir un prof qui donne un cours magistral donc à l'avant, puis que tous les élèves sont au même rythme, ben, chez nous, les étudiants peuvent entrer en fait à toutes les semaines, puis ils vont en fait aller s'acheter un cahier. Par exemple, si je suis en français de secondaire 5, je vais aller m'acheter un cahier, je vais être dans une classe qu'on appelle multiniveau, et le professeur va répondre aux questions des étudiants, tout dépendant où est-ce qu'ils sont dans leur cahier. Donc, c'est quelque chose qui peut être différent. Puis comme je dis, ben, les défis, là, comme pour moi, en fait, c'est sûr que c'est des motivés, des encouragés. C'est des gens qui, des fois, ben, justement, pourraient avoir besoin de cours magistraux, mais il faut vraiment qu'eux aussi développent leur autonomie. Donc, c'est de les encourager beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Donc, ça, c'est pour la partie formation générale aux adultes. Fait que toi, ces élèves-là, tu les rencontres directement? Je les rencontre. Oui, je les rencontre des fois à l'inscription, si leur objectif n'est pas clair. S'ils trouvent ça long, parfois ils voudraient que ça aille vite. Donc, quand ils voient à quel niveau ils sont classés,
Donc, c'est ça, c'est tout le temps. Puis des fois, il arrive avec un objectif, puis l'objectif change. Donc, c'est beaucoup de l'accompagnement à ce niveau-là. Et je vais aussi, évidemment, dans les classes aussi, avec la clientèle en francisation beaucoup. Donc, je fais de l'individuel, j'anime, je fais des inscriptions, des séances d'accueil. Donc, c'est assez varié, je dirais, mes tâches. Ouais. Ben oui, à date, on voit que vous n'êtes pas deux personnes assises dans votre bureau là, à travailler tout seul sur l'ordinateur ou à attendre que les personnes viennent cogner à votre porte. Là. Non, exactement, ouais. De ton côté, je vais aller maintenant du côté de Marie-Ève. De ton côté, Marie-Ève, concrètement, là, toi, ta job, tu parlais des SARCA tout à l'heure, et peut-être autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, les SARCA, à la base, là, c'est vraiment une obligation là, dans tous les centres de services scolaires et les commissions scolaires d'avoir ce service-là. L'idée en arrière de ça, c'est d'aller chercher les gens dans la population puis augmenter leur niveau de formation. Fait que moi, j'ai ce rôle-là des SARCA, c'est un peu, je m'occupe généralement des non-inscrits. Là. Ça veut dire que moi, mon travail, c'est de prendre là, la personne qui ne travaille pas ou qui n'a pas son secondaire 5, qui est dans mon territoire, puis de l'amener un peu plus proche de l'école. Fait que lui montrer les différentes options qu'il a. Fait que j'en fais beaucoup de rencontres individuelles avec toutes sortes de profils, donc 16 ans et plus, qui veulent retourner aux études généralement, mais des fois, ce n'est pas ça. C'est des parcours vers la reconnaissance des acquis. Ça peut être finalement de la recherche d'emploi où je fais de la référence dans des organismes. Donc, c'est très varié. C'est vraiment un endroit dans le réseau scolaire où il faut bien être capable de cerner les besoins. Puis, c'est beaucoup plus large que d'aller à l'école, comme je viens d'expliquer. Là. Donc, il y a cette clientèle-là non inscrite, mais les SARCA, c'est un peu plus grand que ça aussi. C'est s'assurer que partout, on offre un service de qualité. Donc, même dans les centres FGA, dans les centres FP, s'assurer que l'accueil se fait de façon adéquate. Fait on peut s'occuper, par exemple, de former le personnel, les agents de bureau sur c'est quoi un bon service à la clientèle. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire, nous, cette année. On va avoir un outil pour faire ça, des formations en ligne. Ça fait partie aussi des mandats des SARCA. Sinon, je m'occupe beaucoup dans mes rencontres individuelles des décrocheurs. Ce n'est pas toujours comme ça dans tous les centres de services, mais nous, on prend beaucoup de temps là, à rappeler les décrocheurs du secteur jeune, principalement de toutes les écoles secondaires régulières, mais aussi les décrocheurs là, de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes, même de la formation à distance, parce qu'on sait que ça fonctionne plus ou moins pour nos élèves. Donc, c'est de les rencontrer, de les prendre où ils sont rendus, de les prendre un petit peu plus par la main que dans les centres pour s'assurer qu'on les amène le plus possible proche de l'école. Donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec le service direct à l'élève. Là. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup dans mes tâches. Sinon, on a aussi une partie rôle conseil importante. Je suis sur différents projets. Par exemple, en ce moment, on essaie de créer des partenariats avec la Direction régionale de la santé publique, le CIUS de l'Est, pour pouvoir, dans nos centres FGA, avoir des formations en santé mentale pour prévenir les difficultés de nos élèves. Là. C'est ça, pour pas qu'ils se rendent trop loin. Je me permets de poser une question. Tout à l'heure, on parlait de SARCA. Peux-tu me dire... Oui. Quelqu'un qui voudrait faire des recherches là-dessus, là, c'est quoi un SARCA? C'est le service Service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. Ah, OK. Parfait. Puis là, tu disais justement, là, dans les derniers instants, tu parlais que tu fais du rôle conseil. Donc, on prend le temps de conseiller. Je fais partie de certains comités où on me demande mon avis. Donc, par exemple, des projets pilotes, la refonte de certaines choses au ministère, on peut faire partie de ces choses-là. Dans mon organisation aussi, je suis sur beaucoup de comités, par exemple, le comité d'engagement vers la réussite des élèves, où je dois donner mon opinion sur ce qui serait bon de changer dans notre réseau. C'est très varié, mais c'est quand même au SARCA là, un rôle que j'ai quand même beaucoup à plusieurs endroits. Là. À ce niveau-là. Et il y a aussi tout ce qui est création de partenariats avec la communauté, parce que quand on parle de clientèle non inscrite,
il faut aller la chercher, cette clientèle-là. Fait que de créer des liens avec les organismes qui existent dans la communauté, ça nous permet d'aller les chercher. Donc, ça peut être des ateliers de groupe dans les organismes pour leur montrer c'est quoi le système scolaire. Là, comme ça, on sème une graine qui fait qu'à un moment donné, ils vont peut-être se retrouver à fréquenter nos services. Donc, ça ressemble à ça. C'est assez large. Je vois que les trois ensemble, là, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est de l'intervention, c'est du rôle conseil, donc auprès de partenaires à l'extérieur ou dans le milieu, c'est du développement. Fait que c'est passablement varié. Fait que je pense que ça donne un aperçu là, pour ce qui était du premier sujet à traiter ensemble, là, qui est votre travail concret. On va passer maintenant. Oui, Amélie, tu je me permets de dire, c'est dur de résumer ce qu'on fait en 2-3 minutes aussi. On donne des exemples et tout ça. Mais Marie-Ève parlait de rôle conseil. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi auprès de la direction, auprès de ça se passe pas bien. Il y a des enjeux pour nos élèves pour s'inscrire en formation professionnelle. Comment on peut rendre ça plus facile, plus fluide? Fait il y a comme plus on parle, puis ça nous fait penser à des choses qu'on fait aussi. C'est dur de vraiment donner un portrait exact de tout ce qu'on fait en si peu de temps-là. J'ajouterais que d'un centre de service scolaire à l'autre, c'est très différent. Les SARCA chez nous, par rapport à un SARCA qui est en Abitibi, c'est pas du tout le même contexte. Mais moi, je trouve ça positif dans le sens où tout est possible. C'est un peu, je pense, là, notre réseau, quelque chose qui y a comme une flexibilité dans ce qu'on peut faire. C'est très large. On a plus de latitude, j'ai l'impression, que d'autres milieux. De ton côté, Normand, quelque chose que tu voulais ajouter? Non, moi aussi, c'est que ça, c'est très varié. Quand on parle de rôle conseil, Marie-Ève en parlait, moi, je suis sur un comité d'élèves à besoins particuliers. Donc, on discute avec une équipe multidisciplinaire pour voir comment on peut améliorer le cheminement des étudiants. Multidisciplinaire, tu veux dire quoi? Dans le sens où ça va dépendre de mes écoles, mais dans une école, il va y avoir les profs de soutien linguistique, par exemple, les techniciens de travail social. Il peut y avoir des psychoéducateurs, des orthopédagogues. Donc, on a rôle conseil à ce niveau-là aussi. Mais on est aussi, dans mon cas, moi, je suis quand même près des directions. Dans le sens, souvent, les directions vont nous consulter. Quand on va émettre une idée, elle va être entendue. Elle ne sera pas tout le temps appliquée au même moment, mais je pense qu'on fait la différence là, dans les équipes, autant au niveau administratif qu'au niveau de l'intervention. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. On va maintenant aller vers une autre question. Donc, c'est ça, la question, c'est qu'on va enchaîner maintenant, c'est pourquoi votre travail est important? Donc, autrement dit, pourquoi il est important que ce soit évidemment pour vous, pour les élèves, pour l'organisation, pour la société? En quoi ce que vous faites, c'est selon vous un travail important? Donc, je prendrais qui veut bien là, débuter là, à ce niveau-là. Je peux y aller. Donc, en fait, pourquoi c'est important? Les réponses pourraient être très, très variées. Mais je trouve que le travail que je fais puis qu'on fait en formation professionnelle, pourquoi c'est important? La formation professionnelle, hein, c'est quelque chose qui est méconnu. Quand on a passé dans un chemin plus traditionnel, secondaire, qu'on a fait notre diplôme d'études secondaires, on va au cégep, des fois à l'université, etc., on n'est pas passé par là. Puis, je vous apprends rien en vous disant que la formation professionnelle, il y a beaucoup, c'est entouré de plusieurs préjugés. C'est pour les élèves qui sont pas bons. C'est pour ceux qui sont pas capables d'aller ailleurs. C'est pour, peu importe, là, il y en a plein de choses que je pourrais dire. Donc, c'est de défaire ces mythes-là. Fait que je pense que c'est un travail important pour justement rétablir les faits, puis de faire découvrir ce parcours-là qui n'est pas le meilleur. Puis moi, c'est toujours mon discours, autant quand je suis au primaire avec des tout petits 5e, 6e année, puis avec d'autres intervenants. C'est pas un meilleur parcours, mais c'est pas non plus un moins bon parcours. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Puis quand je parle aux tout petits, je leur dis, si tu veux devenir pompier, là, tu peux aller toute ta vie à l'université. Tu seras jamais un pompier parce que c'est pas là que ça s'apprend. Donc, la formation
professionnelle, elle a sa place, puis on a besoin de travailleurs à ce niveau-là. Et des fois, on pense que justement, c'est des gens qui ont fait un non-choix, qui n'avaient pas le choix, qui se sont retrouvés là. Mais on a énormément de nos élèves qui sont allés au cégep, qui sont allés à l'université parce que c'est ça qu'il fallait, parce qu'on les encourageait, parce que la pression parentale, etc. Finalement, ils disent, ben non, moi, j'ai le goût de voir le résultat concret de ce que je fais. J'ai le goût de construire des maisons et non de régler des problèmes ou de travailler à l'ordinateur. Donc c'est pas une question de capacité nécessairement. Donc, c'est sûr que c'est pas faux de dire que souvent, il y a des élèves qui ont certaines difficultés puis tout ça, puis que ce profil-là d'être dans l'action, ça leur correspond mieux. Mais reste que c'est pas un parcours pour les gens qui sont pas bons nécessairement puis tout ça. Alors, je pense que notre travail est important pour rétablir les faits, valoriser ça, changer la perception. Puis s'assurer que justement, les gens qui vont dans ce parcours-là, ben, ils le font pour les bonnes raisons. Puis voilà. Donc, je pense que notre travail est important, puis on n'en manque pas. Il y a de la job à faire là, pour changer tout ça. Fait que toi, quand tu en parles, c'est comme tu dis, un travail important quasiment au niveau social, là. C'est-à-dire, tu participes, toi, à, je vais me permettre de dire, éveiller des consciences ou changer les perspectives là, plus concrètement des gens à ce niveau-là. Les gens pouvant être des élèves, je suppose que ça peut être des parents aussi. Des parents. Il y a un gros travail à faire exactement au niveau des parents. Des enseignants aussi. Tu sais, par exemple, un enseignant de mathématiques ou de sciences secondaire 4 ou 5, là, ça se peut qu'ils pensent que c'est pas une super voie, la formation professionnelle. Donc, par exemple, là, on parlait tantôt de choses concrètes. Bien, moi, je travaille présentement à organiser la journée Explomat qui va accueillir des enseignants de maths qui vont venir dans nos centres pour faire comme, ben, regarde, quand tu fais, par exemple, du dessin industriel, voici les notions de mathématiques qui sont nécessaires. Puis souvent, c'est pas la première fois qu'on fait cette journée-là. Puis les profs sont comme, oh mon Dieu, c'est sérieux. Puis oh boy, puis hey, je pensais pas. Puis, tu sais, fait que là, ça change un peu le discours de, ah, OK, si t'es pas bon, je t'envoie en FP. Ben, non, on ne sera pas capable, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça dépend du programme, etc. Mais de vraiment, fait que oui, changer la vision, puis changer les carrières, les façons de voir les choses au niveau de certaines directions d'école, au niveau de certains profs, et des parents, mais de la société en général, là, évidemment. Bien, voilà. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais j'ai l'impression que ça prend quelqu'un d'assez dégourdi là, pour faire tout ça aussi. Parce que... Ben oui, effectivement, on en reparlera. Ouais. De votre côté, Marie-Ève ou Normand, est-ce qu'il y a des... en quoi votre travail est important? Ça peut être des choses semblables à Amélie, ça peut être des choses sous d'autres regards que vous avez. Je vais aller que toi, Marie-Ève. Ben, c'est sûr que moi, je considère que c'est vraiment un milieu qui permet de donner une deuxième chance. Donc, c'est comme un petit peu l'école de la deuxième chance. Je trouve ça important parce que c'est pas vrai que parce que ça n'a pas fonctionné d'une façon standard au secteur secteur des jeunes, l'école régulière, que tu n'as pas le droit, toi aussi, de faire différemment puis de réussir. Fait que pour moi, c'est très important de donner cette deuxième chance-là. Je sais qu'il y a d'autres pays que ça n'existe même pas, l'éducation des adultes. Donc, de les prendre, de leur démontrer là, que si c'est différent, le résultat peut être différent. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir offrir ça. C'est aussi un service qui est très personnalisé en formation générale des adultes. On prend le temps, chaque personne n'a pas la même visée, n'a pas le même parcours. Donc, on prend le temps avec eux de regarder t'es où, puis tu veux aller où, on va te montrer le chemin. Je trouve ça important de prendre ce temps-là aussi avec eux. Je pense que ce serait ça que j'aurais à dire. C'est ça que tu trouves important. Parfait. Ton côté, Normand, qu'est-ce qui est important pour toi? En quoi ton travail est important à tes yeux? Bien, pour ma clientèle, formation générale aux adultes, là, l'expression Marie-Ève, l'école de la deuxième chance, c'est vraiment ça. On ne peut pas le résumer plus. C'est des gens qui ont été un petit peu exclus du système conventionnel. Donc, tu sais, oui, c'est important parce que c'est des gens qui peuvent réussir à leur rythme. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu sais, des fois, oui, ça va prendre plus de temps, mais la fierté est encore plus forte après. Moi, quand je vois mes finissants qui ont pris 4 ans à finir l'équivalent de 2 années de secondaire parce qu'il y a des difficultés, mais qui finissent par réussir, ben ça, c'est vraiment
c'est magique. Là. Moi, je trouve ça merveilleux là, quand j'y vois là, à la fin de l'année qu'on fait nos petites fêtes de finissant. Puis au niveau de la clientèle immigrante, bien sûr aussi, c'est important, comme j'en avais parlé quand on se préparait, mais c'est des gens qui ont fait des deuils de profession, d'emploi, de famille, qui ont eu parfois des traumatismes. L'accompagnement est très important, l'écoute, l'empathie, puis que ces personnes-là puissent se projeter dans un nouveau système scolaire, dans un nouveau marché du travail. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important avec la clientèle immigrante de notre rôle. Oui, puisque effectivement, les trois, je trouve que vous représentez des voies de formation qui sont souvent méconnues, alors qu'elles sont là depuis très longtemps, elles sont présentes. Puis c'est des voies qui peuvent souvent faire écho à des préjugés, à des fausses perceptions là, de ce que c'est réellement. Là. Tu sais, Amélie, tu parlais des métiers de la formation professionnelle. On rate pas sa vie quand on sort avec un DEP puis qu'on travaille en construction, entre autres, à cette période-ci de la vie. Puis il y a plein d'autres métiers qu'on ne connaît pas. Puis Marie-Ève, Normand, c'est aussi dans le même sens. Vous autres, vous parliez de la dimension école de la deuxième chance, la fierté qu'on peut avoir, il y a moyen. C'est pas parce qu'on n'a pas vécu un premier passage, un premier rapport à l'école qui était où on était à notre mieux, que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'apprendre pour autant. Vos milieux proposent des façons alternatives là, d'apprendre. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez ajouter sur l'importance de votre travail, qui fait peut-être écho à ce que je viens de dire ou qui fait écho avec ce que d'autres personnes ont dit? Bien, tu sais, je me permets de faire du pouce un peu sur ce que Marie-Ève et Normand ont dit, mais c'est le cas aussi en formation professionnelle. Souvent, il y a une conseillère ou un conseiller d'orientation ou un conseiller ou une conseillère en formation pour vraiment moins d'élèves qu'au secondaire. Tu sais, souvent au secondaire, il y a 1 ou 2 CO pour 2000, 3000 élèves. Donc, tu sais, c'est des tournées de classe, on éteint les feux, on voit juste le secondaire 5, alors qu'à l'éducation des adultes et en formation professionnelle, tu peux pas vraiment faire ton passage dans ce parcours-là en sachant pas c'est qui le conseiller ou la conseillère de ton école. Là, tu sais. C'est cette personne-là qui t'accueille, qui évalue qu'est-ce que tu as de besoin, qui va t'accompagner, puis tout ça. Donc, il y a vraiment une présence. Fait que je pense qu'au niveau de l'importance aussi, elle est là. Tu sais, c'est des élèves, ben là, je parle pour l'éducation des adultes parce que, bon, je connais ça aussi un petit peu, mais qui, justement, ça n'a pas marché la première fois. Fait que là, il faut s'assurer de leur mettre un filet de sécurité puis de les prendre par la main pour que ça soit différent. Donc, c'est pas en les mettant dans un bateau avec toutes les autres sans trop les regarder que ça va fonctionner. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que c'est important parce que, justement, on change leur vie, dans le fond, à ces individus-là. Là. Marie-Ève, Normand, je vois que vous faites ça. Oui, on est d'accord. Écoutez, là, on a parlé de votre travail concret. On vient juste à l'instant de parler pourquoi c'est un travail important pour vous. On va enchaîner avec un troisième sujet où là, on va s'intéresser plus à vous. C'est pourquoi est-ce un travail gratifiant pour vous? Donc, si on regarde ça ensemble, pourquoi est-ce un travail gratifiant pour vous, Normand, Marie-Ève, Amélie, personnellement? Vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre parcours, votre propre historique de vie. Vous travaillez dans vos milieux respectifs là, à chaque jour. Dans quoi vous trouvez de la gratification au travers de ce travail-là? Ce coup-ci, je commencerai peut-être avec Normand. Moi, c'est une clientèle qui est très respectueuse. T'sais. Moi, je n'ai pas travaillé en milieu scolaire avec des jeunes, mais j'ai été quand même en Carrefour Jeunesse Emploi, puis j'ai été sur des projets. La clientèle adulte, c'est une clientèle qui est très reconnaissante. Là, on le voit dans leurs yeux, ils viennent nous voir, ils nous le disent, ils nous le nomment. Avec la clientèle immigrante, même chose aussi. Puis c'est gratifiant quand on les voit. Comme je disais tantôt, je parlais des remises de diplômes. Mais quand ils terminent quelque chose, quand on les revoit et qu'ils ont trouvé un travail, pour moi, là, ça fait ma journée, ça fait mon année. Moi, j'aime beaucoup cette clientèle-là aussi, même quand j'étais dans le milieu communautaire. La clientèle adulte, c'est une clientèle là, qui me parle beaucoup. Là. J'avais le profil aussi un petit peu pour faire ce que je fais, mais comme je dis,
c'est des gens authentiques, reconnaissants. Ils nous le disent, on le voit, on l'observe. Puis, c'est ça. Pour moi, pour le moment, je ne me verrais pas ailleurs. C'est la fierté de les voir évoluer. Oh, ouais. Les Puis évoluer efforts. vers quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves enrichissant, gratifiant? Ces gens-là, ils évoluent vers quoi, selon toi? Ben, tu sais, comme je disais, là, encore une fois, clientèle immigrante, le parcours, là, j'ai eu des formations là-dessus sur les parcours migratoires, les traumas, tout ça. Nous, des fois, on a juste un petit changement dans notre vie, puis on est comme un petit peu déstabilisé, mais là, eux, c'est des 360, des 180, des changements de vie là, comme majeurs. Puis pour les jeunes, comme je dis, ce que j'admire beaucoup, c'est la persévérance. Moi, j'ai des gens qui arrivent dans un parcours de français de transition, là, j'ai vu arriver vers 17-18 ans, puis le temps qu'ils apprennent la langue, l'écriture, puis qu'ils aillent chercher leur préalable pour la formation générale aux adultes, ça peut prendre 5 ans. Donc là, quand je les vois s'inscrire au cégep, bien, ça fait 4-5 ans que je côtoie ces jeunes-là, ils sont acceptés dans leur programme, ça a pris plus de temps, mais la fierté, puis moi, je leur dis, regarde, tout le chemin que tu as fait, là, c'est des gens que je vois évoluer là, dans mon centre. Là, fait que, oui, ça, c'est gratifiant pour eux aussi. Ouais. De votre côté, Amélie, Marie-Ève, y a-t-il des affaires pour vous gratifiantes qui rejoignent un petit peu ce que Normand dit ou peut-être autre chose? Amélie? Oui, ben effectivement, c'est sûr que de travailler avec une clientèle pour qui on fait une différence, ben ça c'est gratifiant, ça c'est sûr. Puis dans mon côté plus tu sais, où je suis moins dans l'intervention directe avec l'individu, on pourrait dire ah ben c'est bien bizarre pour une CO. Puis non, c'est sûr que c'est pas quelque chose que énormément de gens font, mais je trouve ça gratifiant justement d'avoir ce rôle-là parce que, étant donné que je suis dans un gros centre de services scolaires, puis c'est la même chose pour Marie-Ève puis Normand. Marie-Ève l'a abordé un petit peu tantôt. Moi, je suis à Laval, eux autres sont à Montréal. Bien, tu sais, c'est pas les mêmes ressources qu'il y a, par exemple, en Gaspésie, en Abitibi ou ailleurs. Donc, ça fait qu'on est plus de conseillers, tu sais, il y a plus de façons, bien, plus de ressources là, financières et donc humaines aussi. Donc, mon rôle, il n'y a pas beaucoup de gens dans d'autres centres de services scolaires qui le font au Québec. Fait que, tu sais, moi, de savoir que mon projet, les maths pour soigner que j'ai parlé tantôt ou telle autre chose, bien, il y a une école à Trois-Rivières qui le fait à chaque année parce qu'ils trouvent ça utile. Puis tout ça, bien, c'est gratifiant de faire comme, bien, je fais une différence, pas juste à Laval, pas juste chez nos élèves, mais dans d'autres régions du Québec qui utilisent le matériel que j'ai produit parce que pour eux aussi, c'est utile puis ça leur permet de faire une différence. Donc ça, de savoir qu'on inspire ou qu'on aide d'autres centres de services scolaires puis d'autres élèves, ben moi, ça, je trouve ça vraiment gratifiant de faire comme, OK, je fais une différence à quand même une large échelle. Là. Ça, c'est le fun de voir ça, tu sais. De ton côté, Marie-Ève? Merci, Amélie. Moi, je vais faire du pouce aussi sur ce que Normand a dit. Je considère que la clientèle avec laquelle on travaille nous apporte beaucoup, sont très authentiques, sont reconnaissants. Ils arrivent aussi, ils sont assez vulnérables, puis ils nous font confiance. C'est quelque chose là, qui est vraiment gratifiant de voir qu'on est capable de créer des liens avec eux. C'est une grosse responsabilité. Selon moi, pardon? C'est une grosse responsabilité en même temps. Oui, c'est une grosse responsabilité, mais en même temps, c'est assez fluide. C'est ça que je me dis qu'avec d'autres clientèles, il y a peut-être ils ont peut-être moins besoin de nous. Fait que c'est pas la même chose. Là, tu le sais, des fois, tu es la première personne qui va prendre le temps de les accompagner dans quelque chose. Ils ont pas toujours, ils ont tous vécu des histoires dans leur vie personnelle. S'ils sont là, c'est qu'il y a eu des embûches et c'est pas toujours scolaire. Des fois, c'est souvent personnel. Donc, c'est un accompagnement qui est très global, qui n'est pas centré juste sur l'école. Fait que c'est gratifiant de dire je ne change pas sa vie scolaire nécessairement, juste ça, je change aussi sa vie globale. Et cette personne-là va avoir une qualité de vie meilleure grâce à mes interventions. Ça, c'est sûr que c'est très gratifiant à ce niveau-là. Moi, c'est sûr que dans le rôle d'accompagnement des décrocheurs, je touche beaucoup les parents démunis, d'apporter mon aide à ces parents-là qui ne savent plus quoi faire avec leurs ados devant leurs jeux vidéo. C'est quelque chose que je trouve extrêmement gratifiant. On reçoit beaucoup là, de reconnaissance de leur part.
Sinon, c'est sûr que le rôle des SARCA étant d'augmenter le niveau d'éducation dans la population, c'est quelque chose qui me touche. J'aime ça toucher à des enjeux qui sont grands. Pour moi, c'est important, l'éducation, c'est vraiment une valeur qui est centrale dans ma vie. Puis je trouve ça le fun d'avoir des leviers, d'avoir du pouvoir un peu là-dessus. Je trouve ça super intéressant à ce niveau-là. Puis aussi, tout ce qui est rôle conseil dans mon centre de service scolaire, d'être capable d'aller donner mon opinion, puis de savoir que ça compte, puis que ça peut vraiment changer les choses, c'est quelque chose que je trouve très gratifiant aussi. Je vois que pendant que tu parlais, là, je voyais Amélie et puis Normand là, qui hochaient. Est-ce qu'il y a des choses vous deux dans ce qui était dit par Marie-Ève qui vous rejoignaient également ou que... Oui, ben, tu sais, moi, je trouve que souvent, tu sais, des fois, quand on fait nos études puis tout ça, on se dit, bon, ben, tu sais, je vais aller faire un travail, puis on ne sait pas toujours à quel point ça va ça va être utile, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, je trouve que ce que Marie-Ève dit, tu sais, d'avoir un rôle de changer le taux de diplomation, si on peut dire, Oui. ben, tu sais, élever les compétences, les connaissances de la société, tu sais, c'est pas rien, puis ça se fait pas en criant ciseaux, puis ça se fait pas par une seule personne, c'est la contribution de plein de gens, mais de faire partie de ces gens-là, c'est intéressant. Puis, tu sais, je pense entre autres à Normand qui travaille avec des gens en francisation à Laval, puis c'est la même chose chez vous, Marie-Ève, j'en suis certaine. Tu sais, on est des régions qui accueillent beaucoup, beaucoup d'immigrants, puis, tu sais, de voir dans l'actualité, tu sais, la guerre en Ukraine ou des trucs comme ça, puis faire comme, ben ça a une incidence. Là. Nous autres, ça fait qu'il y a des gens qui arrivent, on en attend 200 là, la semaine prochaine, ou tu sais, je dis n'importe quoi, mais ben, ça fait que c'est en lien direct, là. Fait que, tu sais, c'est pas, il y a des campagnes pour aider des gens dans des pays sinistrés, des trucs comme ça, puis, tu sais, clairement qu'on peut donner à la Croix-Rouge, etc., mais de faire comme, ben, moi, dans mon quotidien, là, ça a une incidence parce que je vois des gens qui viennent s'inscrire à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle ou en, tu sais, peu importe. Il arrive à quelque part, là, ce monde-là, là, quand il arrive. Donc, je trouve que c'est important aussi, puis c'est gratifiant de faire comme, ben, on a ce rôle-là, tu sais, dans la société, là, on est utile. On vient de couvrir 3 sujets ensemble. Vous avez parlé de vous, de votre travail, de vos valeurs au travail, dans quoi c'est important. Vous avez parlé des gratifications. Là, on parle plus de vous. Vous avez parlé de la fierté que vous avez par rapport à ce que vous faites, d'immédiat au-delà de vous. Vous avez peut-être inspiré certaines personnes qui vont visionner cette capsule-là. Et c'est là qu'on va tendre vers notre dernier sujet ensemble, qui va porter sur comment être dans ses qualités, ses compétences, sa personnalité, comment être et comment faire les démarches, etc., pour en arriver à exercer un travail comme le vôtre. Fait que, regardez ça ensemble. Donc, on aborde ça ensemble, c'est-à-dire comment être et comment faire pour en venir à exercer vos fonctions respectives. Ce coup-ci, je recommencerai avec, comme la première question, avec Amélie. Parfait. Ben, merci. Je prends la parole. Ben, la première chose que j'aimerais dire, je me souviens, ça fait quelques années quand même, mais je me souviens quand j'ai fait mon bac en développement de carrière, pour moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait nécessairement à la formation professionnelle, la formation générale des adultes, pour 2 raisons. Premièrement, je n'étais pas passée par là, donc c'était bien inconnu, hein, je ne savais pas en tout c'était quoi, et j'avais l'impression que c'était des messieurs puis des madames, les élèves, tu sais, la formation aux adultes, moi, dans ma tête, ils allaient avoir 50 ans, puis là, ben, quand tu as 20 ans, 25 ans, tu te dis, ben non, je ne peux pas vraiment les aider, tu sais. Ce qui est faux, mais je me souviens que j'avais cette perception-là, fait que je me dis peut-être qu'il y a des étudiants qui pensent la même chose. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en formation générale des adultes, mais également à la formation professionnelle, le taux l'âge moyen est assez bas, là. Ça prend 16 ans pour s'inscrire, puis la grande majorité ont entre 16 et 24 ans. C'est sûr qu'il y en a des plus vieux, puis tout ça, particulièrement en francisation, mais il y en a toujours des plus vieux, mais c'est pas des groupes de gens de 40, 50 ans, là. Donc ça, pour moi, de le savoir, je pense que ça peut enlever une couche d'intimidation peut-être, là, ou en tout cas, peu importe, là, d'être intimidé par ça. Donc, bon, c'est ça. Fait que là, je m'éloigne un peu du sujet, mais non, pas du tout. Je pense que tu parles de comment
comment se positionner par rapport à… Ben, il y a de la place, en fait. C'est ce que je veux dire pour des gens qui sortent là, de la formation puis tout ça. Donc oui, mais qu'est-ce qu'il faut être? Ben, je pense qu'il faut être ouvert. Tu sais, premièrement, c'est sûr que c'est des parcours un peu atypiques, là, puis je ne veux pas répondre pour mes collègues nécessairement, mais il faut être ouvert parce que justement, si on a passé dans un parcours scolaire à succès de notre côté personnel, ben, il faut voir que tout le monde n'a pas cette chance-là, puis il faut être ouvert d'esprit, puis voir que ça peut être différent, puis croire aux autres, puis avoir une certaine confiance. Tu sais, c'est sûr, tantôt tu dis, ça prend quelqu'un de dégourdi. Ben oui, effectivement. C'est sûr que pour dire, aller un peu changer les choses, changer les façons de faire, brasser la cage, si je peux dire, au niveau des préjugés, ben il faut avoir une certaine confiance, puis une certaine aisance à parler, à discuter, à faire des projets, à faire des conférences, tu sais, fait que avoir une aisance au niveau des communications dans mon rôle à moi, là, je veux dire, je généralise pas à toutes les tâches, mais c'est sûr que mon mandat à moi, ben, il demande d'être à l'aise dans ce côté-là, plus communication. Puis je fais le parallèle parce que chez nous, à Laval, on embauche beaucoup de conseillers-conseillères avec un bac. Des conseillers en formation, conseillères en formation, puis également des CO qui n'ont pas toujours les mêmes mandats, puis des fois, oui, des fois, c'est similaire. Donc, c'est pas pareil partout dans chaque centre de service scolaire, mais chez nous, ça se passe comme ça. Ben, je pense qu'il faut être dynamique. Donc, parce que si tu veux travailler dans ton bureau tout seul, la porte fermée, tu vas être malheureux en formation professionnelle parce que c'est pas comme ça. Il faut que tu ailles voir les profs, il faut que tu mettes tes bottes à cap d'acier si tu travailles dans une école des métiers de la construction pour aller parler à un tel qui enseigne à tel élève pour la visite de quelque chose, etc. Donc, il faut être capable de travailler en équipe. Puis être dynamique, justement. Puis, tu sais, quand tu travailles avec des gens de la formation professionnelle, autant les profs que les élèves, ben c'est des élèves qui aiment bouger, c'est des élèves qui aiment être dans le concret et les profs aussi parce qu'ils sont passés par ce parcours-là. Hein. Pour enseigner en FP, il faut avoir un DEP premièrement, mais il faut avoir aussi un bac. Donc, c'est des gens de terrain, de concret. Donc, si toi, tu arrives avec tes grandes théories, là, ça se peut qu'ils te revirent de bord. Donc, il faut être capable de vulgariser, d'être clair, d'être concret rapidement, mais d'être dynamique aussi. Donc, tu sais, si tu vas faire une présentation sur le système scolaire ou sur peu importe la recherche d'emploi dans une classe, puis que c'est très long, puis que c'est des grands mots à 100 piastres, ça passe pas. Il faut vraiment être dans le concret, tu sais, faire de l'humour, ça passe toujours bien aussi. Être dynamique, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le milieu de la formation professionnelle. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il faut avoir le tour avec le monde, savoir entrer en relation avec eux autres aisément, comme tu le dis, concrètement. Demain, ça les rejoigne eux autres, tu sais. Exact. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as nommé aussi, tu as dit, dans le fond, travailler, dans ton cas, en FP, on va le voir avec FGA, c'est probablement la même chose, mais on peut travailler avec un bac. Oui. Travailler avec une maîtrise comme CO, on peut travailler avec un bac. Il y a peut-être des enjeux aussi, on saura revenir là-dessus avec les deux autres personnes. Peut-être des réalités aussi qui sont plutôt métropolitaines à cet égard-là, puis des réalités plus régionales, là, parce que comme tu l'as dit, Amélie, vous êtes de Laval et Montréal. Fait qu'on va regarder ça, mais d'ici là, on va aller avec Marie-Ève. De ton côté, Marie-Ève, comment être et comment faire pour s'asseoir là où ce que tu es assis? Ben, comme Amélie dit, l'ouverture d'esprit, c'est très important parce que c'est une clientèle qui est différente, qui a des enjeux importants. Il faut être ouvert, il faut être capable là, de les écouter, d'être empathique, puis de se mettre à leur place. Fait que ça, c'est sûr que c'est très important. Ensuite de ça, Amélie le disait aussi, si on veut être enfermé dans notre bureau à rencontrer des étudiants, en formation générale des adultes, c'est plus ou moins approprié parce que souvent, on est à temps plein, mais là, je dis ça pour notre centre de service scolaire, mais c'est souvent comme ça, là, un peu partout. Nous autres, on a, mettons, 150 élèves, bien, il y a une CO temps plein, là. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à faire juste des processus d'orientation ou de rencontrer des élèves pour de l'information scolaire 100% du temps. Il faut être prêt à s'occuper de la rentrée des élèves, faut donner des hot dogs à la fête de la rentrée. Moi, je faisais les photos d'étudiants dans mon centre FGA parce que je trouvais ça important qu'on souligne la fin d'année.
je faisais des murales. Tu sais, c'est très, très... il faut être animateur et ouvert. organisateur aussi, un peu, là. Organisateur, oui, effectivement. Puis, tu sais, je me suis retrouvée à faire plein d'autres tâches connexes, là, quand même beaucoup dans ma carrière en FGA, là. Donc, il faut cette ouverture-là, puis cette flexibilité-là d'être... tu sais, elle parlait de dynamisme, là, Amélie, ben, c'est un peu ça. Les tâches sont dynamiques. Il faut aimer bouger, là. En FGA... oui, excuse. Oui. Vas-y, continue. Je reviendrai. Sinon, ben, c'est sûr que moi, je considère que l'authenticité, la simplicité, la capacité à créer des liens facilement est très important avec cette clientèle-là. C'est ce qu'ils vont rechercher. Souvent, au niveau des liens, pour eux, il y a des manques. Ils ont besoin de cette proximité-là. Donc, quelqu'un qui est plus froid, qui n'a pas envie de créer de liens plus chaleureux, je dirais que c'est plus difficile avec cette clientèle-là. Sinon, autonomie aussi, très important parce qu'on est souvent le seul de notre gang dans une école, dans un centre. C'est même moi ici au SARCA, je suis la seule de ma gang comme CO. Là. Il n'y a pas de CISEP, il n'y a pas de conseiller en formation scolaire non plus. Fait que c'est de travailler assez seul. On se réunit une fois par mois, là, tous les conseillers de la formation générale des adultes pour discuter un peu de nos enjeux. Mais sinon, on prend beaucoup de décisions là, seuls dans notre tête au niveau de l'orientation. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut collaborer beaucoup. Des équipes là, où on travaille avec la psychoéducatrice, avec l'orthopédagogue, avec les enseignants. Les enseignants, c'est vraiment une réalité qui est différente. Ils sont maîtres de leur classe. Ils ne veulent pas nécessairement là, qu'on rentre dans leur bulle. Donc, c'est un enjeu quand même. Ça aussi, il faut être habile à créer des liens avec les enseignants, leur montrer la plus-value de l'orientation dans leur classe, finalement. Savoir se créer des liens dans le milieu. Ah oui, les liens sont super importants parce que c'est très personnalisé en FGA et en FP. C'est des petits milieux. Il faut avoir envie de créer ces liens-là. Travailler en silo, on va nulle part. Juste avant, j'avais une question pour toi. Travailler en FGA avec un bac, une maîtrise, c'est possible? Oui. C'est là que je m'en allais, justement. Okay. C'est sûr que pour travailler dans les centres de services scolaires, tout ce qui est réseau d'éducation des adultes, c'est très différent d'un centre de services scolaires à l'autre. Nous, dans notre centre, on a très peu de gens avec des baccalauréats. Donc, tous nos conseillers, c'est des conseillers d'orientation. On a 2 atypiques qui sont des conseillers en formation scolaire qui ont un bac. Mais, tu sais, c'est des postes qui ont été créés parce que ces personnes-là répondent, tu sais, pour ces personnes-là. Si ces personnes-là quittent demain matin, je ne sais pas s'ils vont en avoir d'autres. Donc, chez nous, particulièrement, ça va être des conseillers d'orientation qui sont embauchés. Mais par contre, je sais qu'à Laval, Amélie pourra le dire, mais là, il y a beaucoup de conseillers en formation scolaire et la même chose pour Normand. Donc, c'est sûr que les réalités sont très différentes. C'est un choix de centre de service scolaire, dans le fond. Ce qu'on appelle des CFS. Des CFS pour des conseillers en formation scolaire. Il y a aussi des conseillers en information scolaire et professionnelle, des CISEP. Ça dépend vraiment des milieux. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Puis, je pourrais quand même aussi aborder là, le télétravail. Je pense que ça peut être intéressant de savoir que chez nous, il y a un 2 jours semaine qui est toléré. Depuis la pandémie, c'est une ouverture. Je pense que ça aussi, ça va varier d'un centre de service scolaire à l'autre, mais c'est quand même un bel ajout à notre qualité de vie, ça, maintenant. Excellent, merci. De ton côté, Normand, c'est FGA, francisation, comment être, comment faire? Hey, je pense que on se ressemble un petit peu là, parce qu'on a des profils aussi similaires, là, nous 3. Là. Mais ça, je vais apprendre vraiment encore l'ouverture d'esprit, l'authenticité. Moi, les élèves, c'est pas juste dans mon bureau. Quand je passe dans l'école ou même quand j'y croise dehors, ils vont me saluer. Le côté aussi, c'est ça, organisateur, entrepreneur, il est important. Moi, j'ai monté mon offre de service. Il faut qu'on trouve des activités qui vont venir stimuler nos élèves. Moi, l'autre fois, je fais venir, par exemple, l'École des métiers d'horticulture. On a fait une activité de réempattage pour mettre des plantes dans les classes. On a fait des semis pour mettre à l'extérieur. Sauf que j'avais fait venir la conseillère en formation scolaire pour qu'elle leur parle des programmes aussi.
Fait que, tu sais, c'est de mélanger tout ça, créer des activités, aller chercher les élèves, je pense, autrement aussi, là, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui étaient en virtuel, mais quand j'ai remonté cette activité-là au printemps, là, tous les gens, ils mettaient la main là, dans la terre, comme on dit. Puis c'est ça, faire des visites au stade, tu sais, penser à des choses, salon de l'éducation, c'est ça, faire les choses un petit peu. Puis, comme on disait, là, tu ne pas rester dans nos bureaux. Tu sais, c'est des postes, autant les liens avec les professeurs, le personnel, là, comme tu dis, dans nos équipes, des fois, qui sont multidisciplinaires. Moi, il y a un travailleur social du CIUS qui est dans mon centre. Lui, souvent, il va comme me passer la pote. Tu sais, il va créer le lien de confiance. Après ça, il va dire ce que tu voudrais rencontrer, puis il va parler de moi. Et Fait que, tu sais, CIUS, juste pour dire, pour la personne qui ne connaît pas, c'est quoi les intervenants de CIUS? C'est plus en santé mentale et adaptation? Ben, nous autres, on a un travailleur social là, qui s'occupe d'un programme qui s'appelle Bien dans mes baskets. Là. C'est pour intégrer là, une activité physique aussi le matin. Euh, dans notre offre pour les jeunes qui sont en francisation. Donc, oui, c'est un travailleur social qui est comme prêté à l'école. Là, on l'a depuis 3 ans environ. Fait que, c'est ça, je pense que c'est d'être ouvert, bien travailler, créer des liens autant avec les membres du personnel, avec les élèves. Puis un petit côté, comme je dis, tu sais, entrepreneur, là, faut être capable de s'adapter, monter notre offre de service. Moi, il fallait que je fasse, quand j'organise des événements, des fois, je fais mes affiches. Je vais les mettre un petit peu partout, tu sais. J'en parle, des messages à l'intercom. Puis après ça, le bouche à oreille, les élèves aussi ils se parlent beaucoup, tu sais, de nos services qu'on donne. Fait qu'après, on trouve, là, comme, ouais, après ça y va tout seul. Là. Au début, il faut vraiment mettre notre couleur, puis établir aussi notre expertise, là, ouais. Tout à l'heure, avec Marie-Ève, avec Émilie, on a parlé de CFS, de CISEP, de CO, FGA, francisation, de ton côté. Ben nous, à Montréal, comme Centre du service scolaire de Montréal, c'est vraiment partagé. Là, il y a à peu près le nombre égal de conseillers en formation scolaire en CO. On parle d'une trentaine pour chaque poste. Les tâches, tu sais, puis ça va varier parce que c'est vraiment encore c'est un choix de centre de service, mais aussi de direction d'école. L'école peut décider qu'elle veut une personne qui a plus un profil de conseiller d'orientation ou une personne qui a plus un profil de conseiller en formation scolaire. Tu sais, puis là encore, c'est la personne, quand elle va aller en entrevue, qui va choisir son poste. Il y a des postes qui peuvent être plus administratifs, on va dire, tu calcules d'unités de préalable des admissions. Donc là, c'est une partie un petit peu plus administrative. Il y en a d'autres que dans l'école, tu vas avoir un petit peu plus pas de suivi en profondeur, si la personne n'a pas son objectif. Fait que ça varie vraiment d'un centre à l'autre. Mais je dirais que pour les gens qui font le bac en développement de carrière, là, il y a des bonnes possibilités vraiment. Là, nous, il y a autant de postes, que ce soit conseiller en orientation, conseiller en formation scolaire. Moi, je peux dire que quand je fais des concepts, les évaluations comparatives, c'est un poste que soit va être donné à une conseillère en formation scolaire aussi dans d'autres centres de francisation. Donc, puis comme je dis, des fois, on crée un petit peu nos postes. On arrive en entrevue, puis nous, on va mettre notre couleur, on peut ajuster, on peut dire, ben moi, je verrais ça comme idée. Fait que c'est, plus que la personne, comme je dis, va être créative, c'est ça, tout ça peut se moduler. Ouais. Yeah. Ensemble, aujourd'hui, là, on a fait un gros tour là, du travail, des motivations à travailler là, en FGA, FP, de comment être, comment faire, comme on vient de le voir. Beaucoup de stock, beaucoup d'informations. Juste avant qu'on en arrive à conclure, j'aimerais savoir s'il y avait autre chose qu'on aurait pu oublier ou quelque chose d'important que vous vouliez nommer là, avant qu'on termine cette capsule ensemble. Amélie, Marie-Ève, Normand. Bien, en fait, je pense que le plus important, c'est d'explorer. Tu sais, je pense que autant par le biais des stages à l'intérieur du bac ou de la maîtrise, pardon, c'est une possibilité d'aller faire un stage, mais au-delà de ça, moi, ça m'arrive. Ben, je ne dirais pas souvent, là, mais ça m'arrive de recevoir un courriel ou un coup de téléphone. On peut-tu se rencontrer? J'aimerais en savoir plus. Puis ça, ben, moi, j'encourage les élèves à faire ça. Les étudiants, en fait, en formation professionnelle, c'est des élèves, mais au poste secondaire, c'est des étudiants. Donc à faire ça, à être curieux, justement, pour choisir un milieu qui leur convient, qui leur ressemble et pas ben, je vais dans ce stage-là parce que c'est elle qui m'a répondu finalement. Donc, d'être proactif dans leur exploration.
orientation. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à l'intérieur des cours du bac, souvent, ben, il y a des travaux à faire. Tu sais, en tout cas, je sais que dans notre temps, il y avait ça. Mais au-delà de ça, là, pour ton bénéfice personnel, tu peux aller rencontrer quelqu'un au CJA pour en savoir plus. Ou, tu sais, fait que s'il y a de ces capsules-là qui ont la chance de voir les étudiants, certaines qui veulent en savoir plus, puis tout ça, ben, allez-y auprès des professionnels qui ont fait la capsule, mais il y en a d'autres aussi, là, comme Marie-Ève le disait, des SARCA, puis des centres de formation professionnelle, des centres d'éducation des adultes, il y en a à travers le Québec. Donc, si c'est pas les personnes directement qui ont parlé, ben, leurs homologues, des gens qui font ça ailleurs au Québec. Puis la réalité, on l'a dit, puis ça, je pense que c'est bien important, la réalité au Québec, dans les différents centres de services scolaires, est vraiment différente aussi. Tu sais, à Laval, Montréal, Normal l'a dit, sont une trentaine, nous autres, ça ressemble à ça aussi. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à Chicoutimi, c'est pas ça, là. C'est plus petit, il y a moins d'élèves, il y a moins de monde. Donc, on est appelé à faire une plus grande variété de tâches aussi. On est moins pointu dans notre mandat. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est différent, là, à différents endroits. Fait que moi, je sais pas, j'encourage les élèves à aller à être curieux. Une belle invitation partagée, je pense, par Marie-Ève puis Normand. Si vous voulez bien, donc, on va compléter là-dessus. Un gros merci de votre participation là, aujourd'hui à cette capsule-là. Je suis certain là, que vous avez aidé des personnes à voir les choses. Je m'en allais dire autrement, mais probablement premièrement, au sens peut-être que les gens n'avaient aucune idée c'est quoi au juste, là, qu'est-ce que quelqu'un en développement de carrière, orientation peut faire en FGA, en FP. Fait qu'un gros merci à vous, puis voilà. À une prochaine, je l'espère. Bien, merci à toi de l'invitation. Merci. C'est ce qui conclut pour la capsule sur les pratiques professionnelles en développement de carrière au niveau de la formation générale aux adultes ainsi que la formation professionnelle, de même qu'indirectement au travers des SARCA. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes professionnelles qui ont participé, soit Amélie Saint-Saëns, conseillère d'orientation pour le volet formation professionnelle au Centre de services scolaires de Laval, à Normand Manta, conseiller d'orientation, qui lui travaille dans 2 endroits, le Centre de formation générale aux adultes Gédéon Ouimet, ainsi que le Centre Saint-Louis pour la francisation. Et enfin, Marie-Ève Perron, conseillère d'orientation pour les SARCA du centre de services scolaires de la Pointe de l'Île. Cette capsule, donc, est l'occasion d'en savoir plus sur la profession. Toutefois, si cela vous intéresse, sachez que vous pouvez également consulter le site Espace Parents de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec, qui fournit de l'information sur les différents secteurs scolaires, dont la FGA et la FP, de même que vous pouvez, avec une recherche Google, trouver des informations sur le site du ministère de l'Éducation. En terminant, je tiens à remercier ma collègue Lise Lachance, professeure à la section counseling de carrière, ainsi que Marc Dalpé pour leur soutien au niveau du montage de cette capsule et autres dimensions techniques. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris soin de visionner cette capsule et au plaisir.